Bonjour, aujourd'hui nous recevons Robert Ménard. Monsieur Ménard, bonjour. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu. Voilà, Merci de m'avoir invité. 67 ans, 4 enfants, maire de Béziers, président de l'Aglo depuis peu. Ouais, depuis cet été. Élu au premier tour avec 68%. Droite nationale, disruptif, politique, Ça va. idéologique, Pas du tout. Pragmatique. Bon, pragmatique. C'est le bon sens, c'est une gestion de bon sens. Bon, après l'Algérie, il est arrivé à Brusque dans l'Aveyron. C'est ça? Ouais, parce que la famille de ma mère était des Aveyronnais, donc on est parti comme tout un tas de gens en juillet, mon père en juillet 62, et on est allé où on pouvait aller. Donc c'était dans cette maison qui était une maison de vacances, qui n'était pas faite pour accueillir des gens toute l'année. J'en sais quelque chose, parce que vous ne vous en souvenez sûrement pas, peut-être étiez-vous même pas né. L'hiver 62 a été l'hiver le plus dur de tout ce siècle-là, bien plus froid que celui de 54. De 56. Non, c'est 56. L'hiver où tous les oliviers ont brûlé. 56 ou de 56 où il y a eu la naissance des... Comment ça s'appelle? Merde, avec l'abbé Pierre. D'accord. Voilà. Oui, donc ensuite, donc, collège religieux Saint-Gabriel à Saint-Afrique. Ouais. Ensuite, envisage à l'époque de devenir prêtre, Oui. ce à quoi sa mère s'y opposait. Ma femme lui donne raison. Parce qu'il y en avait déjà un dans la famille, soi-disant, c'est ça? C'est pas soi-disant, il y en avait un dans la famille. Il y en a un dans la soi-disant, il y en a un. Non, mais bon, voilà. Voilà, ça veut dire, elle trouvait qu'un prêtre par génération dans notre famille, ça suffisait. Donc le Voilà. deuxième était superfétatoire. Donc, En mai 68, vous faites la Révolution, vous faites fermer le collège. Et ouais, parce que les plus grands que moi avaient des idées, mais pas le culot d'aller le dire au patron de l'établissement. C'est toujours les couilles qui manquent aux gens. Donc métier plusieurs, vous avez commencé apiculteur dans l'Aveyron, ensuite Ouais. vous avez vendu des assurances, du journalisme, et tout a terminé par la politique. Ouais, il y a eu Reporters sans frontières quand même au milieu. Ouais, c'est un peu de journalisme. Ouais, pas tout à fait. De la gestion de journaliste. Ouais, c'est un peu... Moi, je dis, des droits de l'homme. Voilà, ensuite vous avez créé des radios, vous avez eu 70 procès, 70 fois poursuivis en justice. Ouais. Vous avez François Mitterrand, premier secrétaire du PS, qui s'est porté témoin de moralité à votre égard. Ouais, c'était en septembre, octobre 80, d'autres, 6 mois avant qu'il soit élu. Vous avez la liberté de la presse, j'aime toujours. Vous avez créé le premier journal gratuit Petit Biterrois. À Béziers, avec Voilà. un type formidable. Ensuite, vous avez travaillé à Radio France. Vous êtes associé avec le trio montpelliérain Molena, Loury, Jubinot pour faire Reporters sans frontières. Absolument. Vous êtes toujours interdit de séjour dans plusieurs pays. Et ouais. Chine, Turquie, Cuba, Burkina Faso. Donc, positionnement politique, vous dites que vous êtes hors parti, mais assez proche de la droite nationale. Ah, si c'était pour dire hors parti, n'empêche pas d'être très à droite. Je suis très à droite et hors parti. Voilà. Vous n'aimez pas trop obéir aux ordres? Je ne l'ai jamais fait dans ma vie, je n'ai pas commencé à 67 ans. D'accord. Vous aimez les lectures, les essais politiques, le cinéma, Depardieu ou Woody Allen? Ça, c'est qui vous a dit ça? Ça va être Je ma sais pas. femme pour vous dire ça. Et ensuite, qualité, volonté de faire disruptif, défaut s'emporte facilement, trop direct. Trop direct. Peut-être c'est gonflé de la part d'un journaliste. En général, les mecs, ils sont langue de bois, toi tu parles correctement. Non mais attendez, moi je suis pas langue de bois. Mais justement, là, vous devriez dire enfin un mec franc qui dit ce qu'il pense. Bon, voilà, donc direct. Direct, oui, absolument direct. C'est bien ce que je disais, direct. Voilà, on est là. Bon, on va commencer avec la une du 921 de la Glorieuse. Donc on vient sur la charte de la laïcité qui a été faite par le maire de Montpellier. Ouais. Où il demande aux associations de signer. Et là, on assiste à un effet boomerang. Voilà. Et le projet de Michael Delafosse serait-il en train de tomber à l'eau dans la mesure où une association a déposé un recours? Voilà. Ensuite, on fait une enquête sur le quartier Gambetta à Montpellier. Pourquoi, malgré une présence policière accrue devant le bureau tabac, on propose toujours des paquets de cigarettes à 7 €? Voilà. Ensuite, un papier sur les sondages annonciateurs de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Et voilà, donc ça c'est la une du prochain numéro de mercredi prochain. Donc voilà, Monsieur Ménard,
Ce matin, on vous a entendu chez Bourdin. Mm. Vous avez beaucoup parlé du coronavirus, des vaccins et tout. À votre avis, et ce sera ma seule question là-dessus, pourquoi les Anglais sont meilleurs que nous pour les vaccinations? J'ose pas dire parce qu'ils sont sortis de l'Europe, c'est une provocation de la part, parce qu'ils sont européens. Mais en même temps, c'est un peu vrai. Regardez, ils ont eu les vaccins plus tôt d'un certain nombre de laboratoires parce qu'ils les ont commandés plus tôt. Là, ils vont avoir un certain nombre de vaccins d'une entreprise française, en fait, c'est un comble, parce qu'ils ont donné de l'argent avant l'Union européenne. Peut-être que la machinerie européenne, la bureaucratie européenne, les lenteurs européennes, face à une crise pareille, c'est pas le meilleur atout. En tout cas, tous ceux qui disaient ouais, s'ils quittent l'Europe, et encore une fois, je suis contre le fait de quitter l'Europe, donc c'est pas ce que je veux dire. Mais vous savez, toutes ces bonnes âmes qui disaient ouais, pas de salut hors de l'Europe, ces types, ils se tirent de l'Europe, vous allez voir comment ils vont le payer. Pour l'instant, ça leur réussit plutôt. Voilà, donc vous avez créé Reporters sans frontières, mais aujourd'hui vous êtes pour le retour des frontières. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce glissement? Non, Ce qui est bon pour les journalistes n'est pas bon pour le peuple? non, parce que c'est pas la même chose. Reporters sans frontières, c'était autre chose. C'est que la solidarité professionnelle ou la solidarité citoyenne, elle dépasse les frontières. Attendez, je pense exactement la même chose. Cette semaine, j'ai dû tweeter pour défendre les gens qui manifestaient contre Poutine, parce que je reste exactement sur les mêmes positions. Ça ne veut pas dire ça qu'aujourd'hui, on ouvre les frontières à tout le monde. C'est pas la même chose. Écoutez, je continue à me battre, par exemple, sur un truc très précis, pour le statut de réfugié. C'est la grandeur des démocraties que d'accueillir des gens qui sont menacés dans leur pays. Aujourd'hui, ce droit-là, il est utilisé par des gens qui n'ont rien à voir avec des défenseurs de quoi que ce soit. Vous avez des gens qui demandent le statut de réfugié politique, qui n'ont rien à voir avec ça. Nous, ici, on n'est pas capable de les foutre dehors demain quand on le leur refuse. C'est ça. C'est pas contradictoire. Je suis pour le statut de réfugié politique, comme je l'ai été toute ma vie, et je me bats pour que les démocraties accueillent des gens qui sont en danger dans leur pays. Mais quand les gens ne sont pas en danger dans leur pays, qu'ils utilisent et qu'ils transforment ça en une espèce de filière pour entrer dans nos pays, je suis contre, je le dis, et je dis qu'il faut les foutre dehors. Voilà. Ça me semble une logique simple. J'allais dire biblique, mais on va dire que je suis catho. D'accord. Donc vous étiez engagé dans votre jeunesse plutôt à l'extrême gauche, Ouais. trotskiste, LCR. Vous en éloignez progressivement pour venir sur l'extrême droite. Comment vous expliquez ce glissement? Sur quoi? Vers quoi? Vers- Reprenez-moi le mot, reprenez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire l'extrême droite? Non, mais la droite nationale, la droite nationale. Et non, pourquoi je reprends moi? Je laisse rien passer. L'extrême droite, ça discrédite tout le monde. Parce que l'extrême gauche, ça ne discrédite pas, tu vois. Les types, je ne sais pas, est-ce que Edoui Plenel, on lui rappelle chaque fois qu'il a été d'extrême gauche et qu'il a soutenu tel ou tel régime difficile? Non. Alors qu'un mec qui a été à Minute pendant toute sa vie, je reste sur le terrain journalistique, vous voyez, toute sa vie, on va lui dire, ah, il a été à Minute, c'est scandaleux. L'extrême gauche, ce serait un péché de jeunesse. Je vais répondre à votre question. Et l'extrême droite, une tâche sur ton CV. D'abord, je ne suis pas à l'extrême droite, et l'extrême droite, elle vaut pas moins, mais pas mieux que l'extrême gauche. Oui, j'ai changé, mais c'est la réalité, c'est le monde qui te saute à la gorge. Moi, quand j'étais d'extrême gauche et que j'habitais à La Devèze à Béziers, La Devèze à Béziers, ce quartier difficile, comme on dit pudiquement, il n'est plus le même aujourd'hui. À part d'être un abruti complet, tu te dis, la France a changé. Et je n'avais pas vu ce changement venir. Peut-être que je me suis trompé. Et j'en tire un certain nombre de conséquences. Ça, c'est le changement radical. Ce qui n'a pas changé, c'est que je suis aussi scandalisé par la pauvreté à La Devèze aujourd'hui que je l'étais quand j'étais d'extrême gauche et quand je vivais à La Devèze dans les années 70. Je déteste le monde tel qu'il est. Et je déteste les gens parce qu'ils sont du bon côté du manche, supportent le monde tel qu'il est. Et oublient ceux qui sont du mauvais côté du manche. Donc, je n'ai pas changé là-dessus. Sur le reste, j'ai changé parce que le monde, la ville, ma ville, mon pays a changé. D'accord. Bon, il y a eu la mise en avant de l'État français là, par votre épouse. Je suppose que vous avez suivi un peu ce dossier. Je suis tout ce que fait ma femme. Hein. D'abord. Est-ce que c'est un coup de com' du couple Ménard? Non, mais enfin, vous rigolez, c'est une saloperie des gens.
laisser entendre qu'Emmanuel serait quoi? Vichiste, pétainiste, mais c'est une saloperie. Et puisqu'on est à Béziers, puisqu'on est à Montpellier, pardon, où il y a le même journal qu'à Béziers qui s'appelle Midi Libre, ils ont fait des trucs d'une saloperie que je ne leur pardonnerai pas. D'une saloperie que je ne leur pardonnerai pas. Rappelez-nous ce qu'ils ont fait. Ne pas donner la parole à ma femme. Vous avez au moins l'honnêteté de me poser la question. Que la presse locale ne demande pas à ma femme ce qu'elle pense de ces attaques-là est une ignominie. Quant aux attaques, c'est dégueulasse. Enfin, elle dit l'État français parce qu'il est en France. Elle ne fait pas référence à Vichy. Oui, quoi? On est pour la collaboration, on est venant d'une extrême gauche et de communistes, puisque c'est eux qui ont commencé à lui taper dessus. Attendez, entre 1940 et 1942, qu'est-ce qu'ils faisaient les communistes en France? Ils étaient dans la résistance, où ils brossaient via l'URSS les bottes de l'Allemagne hitlérienne. Le pacte germano-soviétique, c'est qui l'a signé? Et le Parti communiste, il s'est élevé contre le pacte germano-soviétique. Et peut-être les donneurs de leçons, là, ici. Non, mais attendez. Honte à eux. Bon, on est dans un pays qui met la religion en dehors de la sphère politique, vous l'avez remarqué. Oui. Pourquoi revenir sur le séparatisme au fondement chrétien et catholique de la France? Parce que c'est la réalité. Pardon, je veux dire, tout à l'heure on parlait de la réalité. La réalité, on est quoi? Un pays de tradition bouddhiste ici ou taoïste? Non, on est un pays de tradition chrétienne et judéo-chrétienne. Le dire, c'est juste dire ce qui est. Dire ce qui est. Et je ne suis pas, et un des vices profonds du projet de loi du gouvernement, c'est justement de dire on met à distance les religions. Mais toutes les religions aujourd'hui en France n'ont pas le même statut de fait. Parce que vous allez au musée phare, peut-être tu vas au musée phare et tu vois un certain nombre de choses. Ce qui te saute aux yeux dans l'art français, dans l'art fait en France, c'est son lien avec cette religion. Que vous l'aimiez ou pas, que vous vouliez ou pas, c'est ça. Donc dire aujourd'hui que notre pays de tradition chrétienne, c'est une évidence. En tirer comme conséquence que les différentes religions n'ont pas le même statut, ça me semble une évidence. Et mettre tout le monde dans le même sac me semble pas une erreur, une faute. Les gens qui tuent ici, pardon, ils ne se réclament pas ni du bouddhisme, ni du taoïsme, ni du protestantisme, du catholicisme. Ils se réclament de quoi? De l'islamisme radical. Alors il faut le dire. Alors on va passer sur Gérard Darmanin qui envisage de dissoudre Génération Identitaire. Mais attendez, ça aussi, ça vous fait bondir. Mais quand même, vous avez dit c'est un mouvement de jeunes pacifiques. J'ai dit ça. Entre guillemets, oui. Donc bon, quand même, Génération Identitaire, ils sont racistes, homophobes, xénophobes. Mais pourquoi vous dites ces saloperies sur eux? Qu'est-ce qui vous permet? Vous avez parce qu'il y a par exemple le GUD, il y a la droite dure, il y a. Non, mais attendez, vous mélangez tout. Là, attendez, juste, on va avoir un peu de rigueur. On parle de Génération Identitaire, on parle pas du GUD. On parle de Génération Identitaire. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils disent qu'ils sont contre l'immigration de masse. Mais mon Dieu, vous avez le droit d'être contre l'immigration de masse. Il y a bien des gens ici, y compris dans cette ville, qui sont pour l'immigration de masse. Ils sont contre. Ils le disent de façon spectaculaire. Attendez, ils le disent de façon spectaculaire. C'est illégal? Attendez, c'est illégal. On leur a fait un procès pour avoir fait la même chose il y a 2 ans dans les Alpes, de façon encore plus musclée. Ils ont été relaxés, je vous rappelle, il y a 1 mois. Alors moi, j'attends que M. Darmanin trouve un argument pour les interdire. Moi, c'est pas ma tasse de thé tous les matins, Génération Identitaire. Mais je m'étonne, qu'y compris que la presse, qui est tellement attachée à sa liberté d'expression, trouve pas anormal qu'on montre du doigt et on menace un certain nombre de gens parce qu'ils disent de façon spectaculaire un point de vue qui est leur point de vue. C'est ça le problème. Mais M. Darmanin, pourquoi il fait ça? Vous savez pourquoi il fait ça, M. Darmanin? M. Darmanin, parce qu'un coup, il tape sur les islamistes, et puis vis-à-vis de ses copains, il veut dire « Attendez, mais moi, je tape des deux côtés. » Mais les deux côtés ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est pas Génération Identitaire qui pourrit toutes les manifestations. C'est pas Génération Identitaire qui tape sur les flics. C'est pas Génération Identitaire qui roue de coups un certain nombre de policiers. Qui c'est les Black Blocs, c'est les Antifa. Et eux, qu'est-ce qu'il fait, M. Darmanin? Il s'en occupe? Non. Ou en tout cas pas assez, parce qu'ils sont toutes les manifestations, ils sont là. Voilà. Vous avez dit le vrai problème, c'est l'islamisme. Que faire? C'est très compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Moi, je pense qu'aussi
Je pense qu'on arrivera au bout du terrorisme islamiste parce qu'on a une police qui est capable de le faire et tout. L'islamisme politique, c'est pas ça. L'islamisme politique, c'est quoi? Il y a une majorité aujourd'hui en France de jeunes musulmans français, de Français musulmans, qui pensent que les lois de la charia passent avant les lois de la République. C'est ça l'échec. Comment a-t-on fait, ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pour que des gens qui sont français, dont les parents sont souvent français, les grands-parents sont de temps en temps français, vous avez compris, qui sont français, se vivent à ce point pas français, français de papier, français de pacotille, mais pas vraiment français, au point de dire on préfère la charia aux lois de la République. Ce que je pense, moi, mais on n'est pas obligé de partager ce point de vue, ce que je pense, c'est que si nous, on n'est pas fiers de ce qu'on est, pour ça, la génération chrétienne, les origines chrétiennes de ce pays, les traditions chrétiennes de ce pays, si on ne défend pas, si on ne défend pas ce qu'on est, mais vous ne donnez pas envie à quelqu'un de vous ressembler quand vous-même, vous n'êtes pas fier de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous avez fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas critiquer des choses dans l'histoire de la France, mais on est fier, moi je suis fier d'être de ce pays. J'aime ce pays. Et j'espère simplement convaincre des gens qui arrivent dans ce pays que ce pays est aimable. Mais encore faut-il le défendre et savoir le présenter sous un autre jour que le font la plupart des hommes et des femmes politiques. Parce qu'il y a un autre sujet là qui est un peu difficile en ce moment, c'est la drogue qui gangrène les cités Toulouse, Montpellier, Nîmes, qui débouche là, presque toutes les semaines sur des affrontements armés avec des morts. Vous avez suivi? Mais c'est sûr que je suis comme vous, je suis. Et je suis atterré de ça. Et ça ne sert à rien de se redire ça. Ça ne sert à rien d'en rajouter dans les qualificatifs. Je pourrais vous dire, je suis scandalisé, outré, je suis révulsé par ça, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il y a des problèmes pratiques. C'est pour ça que je reviens tout à l'heure, je disais sur le bout idéologique. Je suis pragmatique. Vous ne pouvez pas savoir d'un pragmatisme forcené. Aujourd'hui, quand vous discutez avec des magistrats, les magistrats, ils ne sont pas tous laxistes. C'est pas vrai. Ils n'ont aucune sympathie pour le petit dealer. Ils ont envie de le foutre en tôle, le petit dealer. Simplement, vous le mettez où en tôle? Où? Il reste plus de place à la prison. Mais bien sûr. Écoutez, mais nulle part en France, c'est pas à Béziers, il n'y a pas de place. Quand M. Macron est élu chef de l'État, qu'est-ce qu'il dit juste avant d'être élu? Il dit on va construire 15 000 places de prison. Il a raison, bravo. Il en a construit combien de places de prison? Or, il y a un certain nombre de gens, bien sûr, pas les 15 000, ni les 10 000, ni les 5 000, il faut dire tout de suite. Or, la place d'un certain nombre de gens, c'est d'être derrière des barreaux. D'abord pour leur apprendre qu'on ne peut pas impunément faire un certain nombre de choses, et surtout pour mettre les braves gens, je choisis à dessein le mot braves gens, qui est connoté pour un certain nombre de gens, les gens honnêtes, à l'abri de ces petites frappes. Et pour ça, il faut les foutre en prison. Et pour les foutre en prison, il faut qu'il y ait des places de prison. Ok, donc on va changer de sujet, on va parler un peu de presse. Donc vous avez co-créé Reporters sans frontières. Vous avez écrit en 2001 un livre que je n'ai pas lu, mais qui s'appelle Ces journalistes que l'on veut faire taire. Ouais. Voilà. Et est-ce que c'est toujours d'actu aujourd'hui? Bien sûr, quand vous êtes journaliste en Chine, honnêtement, ou journaliste en Turquie et que vous n'êtes pas d'accord avec M. Erdogan, honnêtement, ici, on peut dire ce qu'on veut quand même. On va dire vous, moi, il ne faut pas rigoler, on est menacé pareil du tout. Eux, ils sont réellement menacés. Dans leur vie, dans leur intégrité physique. Ça ne concerne pas les journalistes en France. Non, mais je vais y arriver. Ça, c'est, pour Reporters sans frontières, c'est fait pour ça. Pour sortir des prisons. Moi, j'ai passé 23 ans à la tête de Reporters sans frontières pour tenter de sortir des prisons des mecs qui n'avaient, eux, rien à y faire en prison. Parce que la liberté d'expression, c'est d'abord ça, c'est pouvoir critiquer les autorités en place. Et eux, malheureusement, ils ne peuvent pas le faire. Ensuite, il y a nos pays. Et la liberté de la presse dans nos pays, elle n'est pas menacée. Vous n'allez pas aller en prison, c'est pas vrai. Vous n'allez pas vous faire tuer, c'est pas vrai. Vous n'allez pas vous faire torturer, c'est pas vrai. Vous n'allez pas être kidnappé demain en sortant dans les rues de Montpellier, c'est pas vrai. En revanche... Vous pouvez vous faire tuer, hein. Ouais, enfin, attendez, oui, ben, enfin, pas comme journaliste, personne n'attend. Enfin, ça n'existe pas. Charlie... Oui, attendez, on y arrive. Comme ça, par le pouvoir en place, c'est pas vrai. Là, je parlais du pouvoir, il ne vous tue pas. Oui, vous allez pouvoir être tué par qui? Par les islamistes. On revient sur eux. On revient sur eux. Vous pouvez être banni d'un certain nombre de médias parce que vous ne pensez pas comme la majorité est censée penser. Aujourd'hui, vous avez une menace qui est une menace intégriste, musulmane, islamique.
intégriste musulmane, pas musulmane tout court. Je ne vais pas dire ce que je ne dis pas. Par ce courant-là. Et vous avez le politiquement correct, qui ne va pas vous tuer, mais qui va vous faire taire. Qui fait qu'un certain nombre de points de vue sont inacceptés dans un certain nombre de médias. Et malheureusement, je finis là-dessus, c'est pas une pirouette, mais c'est une vraie fin. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que dans un pays comme la France, c'est pas le pouvoir en place, les politiques qui menacent les journalistes. C'est les journalistes qui font taire une partie des politiques. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec les nouveaux responsables de Reporters sans frontières? Non, vous savez, quand je suis parti de Reporters sans frontières, c'était tellement assimilé à moi, je l'avais dirigé 23 ans, créé, tout ça, que quand je suis parti, j'ai dit aux gens, je n'avais pas envie, vous savez, d'espèce de totem, vous savez, celui qui vient dire quelque chose sur l'organisation qu'il a dirigée. Voilà, et donc je me tiens à distance. Je trouve que de temps en temps, il ferait bien d'être moins politiquement correct eux aussi. Donc on a parlé de vos relations avec le quotidien local. Est-ce que ça s'est apaisé? Mais non, ça ne peut pas s'apaiser. Ça ne peut pas s'apaiser, mais Midi Libre ne se fait pas de l'information à mon égard. Il mène un combat contre nous. C'est l'endroit, au fond, j'ai envie de mener un combat contre le maire que je suis ou la députée qui est ma femme. Tu as le droit. Mais enfin, tu te pars Vous pas. pouvez illustrer d'un exemple? Tous les jours. C'est pas un exemple, je les cumule, les exemples, les silences, les omissions, les attaques, les imprécisions, le fait qu'on peut faire toute une enquête sans demander l'avis du maire que je suis quand ça le concerne directement. Je crois que c'était la base de ce métier. Tu demandes leur avis, après tu écris ce que tu veux. Voilà, j'en suis un peu attristé parce que ma ville mériterait un journal professionnellement, je ne parle pas idéologique, professionnellement de meilleure qualité. Mais vous êtes quand même un bon candidat pour les médias nationaux. Là, vous venez de chez Bourdin, vous étiez au Lab hier soir, je crois, c'est ça? Est-ce que vous croyez que j'ai fait une interview à Midi Libre sur les questions nationales? Est-ce qu'une fois depuis jamais, depuis que je suis maire, j'ai eu une interview de Midi Libre comme j'en fais tout le temps avec les médias? D'accord. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je suis juste le maire ici qui est sûrement, et c'est pas de la forfanterie de ma part, ou l'homme politique, un des plus connus de cette région, quand même, nationalement. Pas une fois, il y a un mec de Midi Libre qui vient me demander, je m'en suis étonné 20 fois avec eux qui viennent me dire, j'ai dit, mais je suis, pour vous, intéressant, parce que je fais quelque chose, je sors un livre, tu n'as pas une ligne dans Midi Libre, on m'invite pour en parler ailleurs. Il y a un sondage qui sort sur la région, vous croyez qu'il y a un journaliste de Midi Libre qui est venu me demander ce que j'en pensais? Rien. Je veux dire, c'est même pas. Je leur dis, attendez, je m'en contrefous. Parce que les gens détestent tellement la presse locale que plus la presse locale dit du mal de moi, plus je suis aimé par les gens. Je leur dis aux journalistes de Midi Libre, je dis, dites du mal de moi, les gens m'aiment encore plus. Comment vous expliquez cette détestation? Parce que un certain nombre d'entre eux pensent qu'il est de bon ton d'être critique par rapport à l'extrême droite, comme vous disiez, parce qu'ils se pensent le camp du bien et moi le camp du mal, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus justes que les autres, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus cultivés que les autres, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus tout que les autres, parce qu'ils ont plus de qualité, parce qu'il n'y a qu'eux qui s'intéressent aux pauvres, mais moi je ne m'y intéresse pas. Il n'y a qu'eux qui s'intéressent aux délaissés, mais moi je ne m'y intéresse pas. Mais comment tu peux avoir cette prétention-là? Comment tu peux avoir? Et c'est la presse, 80% des journalistes, ils te donnent envie de vomir. Ok. Et lorsque Charlie a publié C'est dur d'être aimé par Robert Ménard, quelle interprétation vous en avez fait? Pauvres journalistes, je les ai toujours défendus. Mais ils n'osent pas quand même être défendus par moi. Vous vous rendez compte? C'est dur. Et en votre qualité d'ancien journaliste, c'est pas dur de ne plus être reconnu par une partie de la profession? Mais je m'en contrefous. Mais ma force, c'est de m'en contrefoutre éperdument. Je suis content de répondre à vos questions. Demain, vous écrivez une saloperie de mots sur moi. Vous écrivez ce que vous voulez. Ça me fera ni chaud ni froid. Et je dirais qu'il aille se faire voir. Voilà, et c'est tout. Et on passe à autre chose. Ouais, on va passer à autre chose. Ce qui plombe la classe politique, c'est qu'elle a peur de la presse. C'est ce qui
ce qui fait qu'aujourd'hui ce pays ne bouge pas, le principal frein à un vrai changement dans ce pays, pour les petites gens, pour ceux qui sont du mauvais côté du manche, c'est les journalistes. Parce que c'est les gens, vous pouvez en penser ce que vous voulez, vous me posez une question, alors je vous réponds. Ce sont les journalistes. Pas exagéré quand même. Mais bien sûr que c'est les meilleurs défenseurs du régime tel qu'il est. Pas du régime politique, qu'il soit de droite, de gauche. Au fond, ils aiment ce monde tel qu'il est. Mais moi, je ne l'aime pas, ce monde tel qu'il est. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas progressiste. C'est-à-dire, je ne pense pas que tout progrès est une bonne chose. Mais 80% de mes confrères le pensent. Ils pensent toujours qu'il faut être dans le vent, comme une feuille morte. Revenons un peu sur la politique, si vous voulez bien. À l'élection présidentielle 2012, vous avez dit avoir voté au premier tour pour Dupont-Aignan, au deuxième tour pour Sarkozy. Est-ce qu'en 2017, vous avez voté pour Marine? Oui, bien sûr. Aux deux tours? Est-ce que j'ai voté pour Marine Le Pen aux deux tours? Non, je n'ai pas voté pour Fillon. Je regarde quelqu'un qui est derrière la caméra parce que j'ai un trou de mémoire. Non, j'ai dû voter 2 fois pour Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr d'avoir voté. Non, mais attendez, je m'en souviens. Vous vous souvenez de tout, vous. Ça, c'est les journalistes. Ils ont une mémoire d'alouette, mais ils te demandent comme homme politique. Moi, j'ai plein de questions, je le dis tout le temps, où je n'ai pas de réponse, c'est des souvenirs éclectiques. Je suis sûr d'avoir voté pour Marine Le Pen au second tour, évidemment. Donc vous dites, je n'ai pas ma carte du FN, je ne la prendrai jamais, mais pas plus que celle de notre parti. Non. Mais je suis d'accord avec 80% de leurs idées, notamment sur l'immigration. Bien sûr. Et c'est la question centrale. Et puis ensuite, vous dites, oui, Marine Le Pen, c'est une machine à perdre. Parce qu'aujourd'hui, je crois, et je veux pas, elle le prend mal, alors que je le dis pas méchamment, je crois sincèrement qu'elle aura du mal, et j'espère me tromper, qu'elle aura du mal à réunir une majorité des Français. Gagner une élection présidentielle, cher ex-confrère, c'est pas faire un beau score, c'est réunir plus de 50% des Français au deuxième tour. Marine Le Pen est-elle la mieux placée pour ça? Je n'en suis pas sûr. Donc, je cherche une alternative en me disant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait mieux placé pour porter nos idées et être capable de réunir plus de 50% des Français? Ce que je dois vous dire, c'est qu'à l'heure qu'il est là, non, je ne connais personne, je ne trouve personne, je discute avec plein de gens, personne n'incarne ça. Voilà, c'est exactement ce que je pense. Personne ne ferait mieux qu'elle aujourd'hui. Aujourd'hui, non. D'accord. Et je ne désespère pas. Même Robert Ménard? Mais attendez, ça c'est un truc, vous voyez, c'est la classe politique ça. Même non, mais attendez, je peux poser des questions quand même. Non, mais posez toutes les questions. Non, mais attends, tu sais, c'est pas vrai, je peux rien lui dire. C'est terrible, c'est terrible. Ils sont susceptibles en plus de ça. En plus, ils sont susceptibles. Non, je suis pas susceptible. Mais non, mais je rigole. Ce que je veux dire, c'est que les gens, ils pensent tout de suite que si tu dis ça, c'est que tu te verras à sa place. Mais pas du tout. Moi, j'ai une chance. Je ne suis dans aucun parti. Et donc, j'arrive à discuter avec à peu près tout le monde. Et donc, je pense que la droite, et un peu même au-delà de la droite, elle a besoin de se rassembler. Mais que la droite, elle est tellement conne en France qu'elle elle se donne tous les moyens de perdre. La gauche aussi, parfois. Oui, mais la gauche, sauf qu'elle gagne, hein, quand même. Parce que M. Macron, il a gagné, je ne crois pas qu'il soit vraiment une incarnation de la droite, M. Macron. Ouais, il n'est pas vraiment non plus l'incarnation de la gauche. Ah, mais dans ses idées, c'est un mec de gauche. Attendez, pardon, sur les choix de société et tout, il faudra m'expliquer, sur l'immigration, l'islam, la sécurité, en quoi il est de droite. Il faudra juste... faut demander aux gens qui sont à gauche, ils ne le trouvent pas de gauche. Oh, mais ils ne trouvent pas assez de gauche, ça, si vous voulez. Alors, enfin, on ne doit pas avoir la même vision de la gauche et de la droite, vous et moi, eux et moi. Ça fait à coup sûr. Mais voilà, c'est ce que je veux vous dire, c'est que je ne sais même plus où on en est. Oui, alors on va partir sur une autre question. Donc, Marine Le Pen, aujourd'hui, caracole un peu dans les sondages. Ouais. Vous avez vu, elle est un peu blessée, elle s'est un peu reboostée là. Ouais, c'est bien. Hein, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez fait une petite erreur stratégique en la rejetant, en la piquant sur son amour-propre, ou sur son ego, ou sur une piqûre narcissique, on va dire. Ça j'en conviens largement. Ça fait pas plaisir quand on se fait critiquer, pas plus moi qu'elle. Non, mais attendez, bien sûr, mais je vous ai remarqué que je n'ai pas changé d'analyse. Je pense que malgré des sondages flatteurs, vous avez vu, on la donne vainqueur au deuxième tour, c'est la première fois, face à M. Macron. Mais je rappelais ce matin dans un média concurrent au vôtre, je rappelais quoi? Que un an avant la précédente élection présidentielle, elle était donnée gagnante face au chef de l'État de l'époque, qui était François Hollande. Et encore plus largement. Elle n'a pas gagné. Je pense, encore une fois,
que Marine Le Pen, le ton est mieux, elle est plus calme, moins dans l'acrimonie et tout ça. Elle est physiquement, elle est plus forte, elle est non, forte au sens, non, de volonté, non. Elle a repris, je trouve, une espèce d'allant sympathique et tout. Je lui trouve tout ça, elle a de la résilience et tout. Je pense, j'ai la naïveté de penser, on peut ne pas être d'accord avec moi, qu'elle aura du mal à réunir une majorité des Français. Je vous le dis tout de suite, si demain, il y a au deuxième tour, il y a Marine Le Pen et le chef de l'État actuel, mais je n'hésiterai pas un quart, un dixième, un millième de seconde de voter pour elle. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute dans ma tête. Voilà, c'est pas contradictoire. D'accord. Bon, maintenant on va passer au local. Donc, est-ce que vos divergences idéologiques avec ceux qui gouvernent la région, le département, est-ce que ça ne déteint pas sur les aides que la ville ou l'agglo pourrait être en droit d'obtenir? L'agglo, je la dirige, donc j'ai plus de problème. Vous parlez du département et de la région. Oui, non, mais l'agglo, je me moque. Je me moque parce que l'agglo, ça a été un peu ça pendant 6 ans. Donc voilà, maintenant c'est réglé. C'est réglé parce que pour régler avec les politiques, il faut les battre. C'est un peu les problèmes, c'est aussi simple que ça. C'est un rapport de force. La politique est malheureusement pas beaucoup autre chose que ça. Malheureusement. Les débats d'idées avec un certain nombre de gens, honnêtement, je crois que c'est se moquer du monde. Je n'ai pas des divergences d'idées avec les gens. Ils défendent leur poste et ils ont peur de ce que je représente. C'est tout. Là, écoutez, je vais être honnête. Le département a jamais autant investi à Béziers que pendant le précédent mandat. Pour une raison qui ne tient pas à moi, pas parce que M. Kléber-Mesquida m'aime et m'embrasse tous les jours sur la bouche, mais simplement parce qu'il détestait tellement le maire de Montpellier que l'argent qu'il aurait pu mettre à Montpellier, préférait le mettre à Béziers. Tant mieux pour moi, je suis ravi. Chaque fois que je voyais, je dis, continuez à vous disputer avec le maire de Montpellier, ça me va très bien à Béziers. Très bien. Madame présidente de la région, écoutez, elle a donné plus d'argent à Béziers, alors que vraiment, elle ne me porte pas dans son cœur, et c'est réciproque, que Frêche n'a jamais donné à Béziers quand mon prédécesseur était maire de Béziers. Bien sûr. Donc ça veut pas dire... vous êtes un maire heureux Non, ça veut pas... Quand j'entends M. Mesquida mentir comme un lâcheur dedans, quand il explique « Non, je cherche des locaux à Béziers parce que je vais y mettre des femmes battues », quand tout le monde sait que c'est pour y mettre un certain nombre de mineurs non accompagnés dont on voit les dégâts qu'ils font à Béziers, je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'a même pas le courage de dire la vérité. Et quand Mme Delga tient un certain nombre de propos idéologiques à mon encontre et raconte que je ne menacerai je ne sais pas quoi la démocratie, ou elle est stupide, je ne le pense pas, ou elle est d'une mauvaise foi abyssale, ce que je pense. Vous en êtes où de l'union des droites? C'est un peu votre dada Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Pendant des années, je me suis battu pour que, en gros, les Républicains et le Rassemblement National soient à la même table et arrêtent de se déchirer et se disent finalement on a plus d'idées en commun que de divergences. Et puis quand tu t'allies avec des gens, tu fais des accords, tu n'es pas d'accord sur tout, sinon tu serais tous dans le même parti. Mais j'y arrive pas. Et pas que, vous avez réussi à l'avoir, c'est une prise de guerre. Oui, mais enfin, sauf que ça n'a pas fait l'unanimité, il n'y a pas eu une liste commune. Alors vous en êtes où avec Brigitte Barège? Mais Brigitte Barège, c'est une autre démarche, c'est-à-dire quoi, je ne sais pas ce qu'on fera, on en a discuté, on a vu ce sondage plutôt flatteur et tout ça. Enfin flatteur. Flatteur. 14% sans faire une campagne devant les Républicains et à 2% du Rassemblement National. Si c'est pas flatteur, il faut m'expliquer ce que c'est. Oui, en fait, ça mérite d'exister, mais en fait, vous êtes quand même... Ça mérite d'exister, je propose de le dire à ceux qui font moins que ça. Hein. Vous êtes quand même... il y a 4 listes à environ 10%, 10-15% de droite, donc c'est l'éparpillement, quoi. Attendez, si demain on fait une campagne, on se donne rendez-vous dans 3 mois, vous allez voir ce que ça va voir. Parce que si on sait faire une chose à Béziers, c'est on sait faire des campagnes électorales. Mieux que d'autres. Quelle question vous me posez à part cette digression sur... Alors, serez-vous candidat? Mais ça ne se pose pas comme ça, je ne sais pas. Nous, on n'a jamais été candidat, on n'a jamais dit avec Brigitte Barège qu'on serait candidat. On s'est retrouvés dans un meeting ensemble. Toute la presse, à commencer par
la dépêche, je dis, ouh, peut-être que ces deux-là qui s'entendent, on s'entend bien parce qu'on partage plein de choses et pas que de la politique, vous savez, parce que je l'aime beaucoup personnellement, parce qu'elle a une maison près de Béziers, que ça nous donne l'occasion de nous voir, parce qu'on est dans des villes d'à peu près de la même importance, parce qu'on rencontre à peu près les mêmes difficultés, parce que sur l'immigration, on dit des choses pas si loin que ça, parce qu'elle a fait un beau musée, que je suis allé le voir parce que j'ai envie de faire un beau musée. Vous savez, des rapports comme ça, aussi simples que ça. Les journalistes se sont dit, tiens, mais est-ce que vous pourriez pas faire une liste? Nous, on se dit, tiens, voilà, on prend au bon, on dit, pourquoi pas, on pourrait travailler ensemble, on pense la même chose, largement la même chose et tout. Arrive un sondage, je regarde ce sondage, je dis avant même qu'on ait dit qu'on était que là, on joue dans ceux qui peuvent jouer sur cette région. Pourquoi pas? J'en sais rien. Elle était contente, Madame Barège, d'être associée avec vous là, sur ce sondage? Ben oui, je crois qu'elle est assez fière qu'on soit tous les deux ensemble. Quoi. Ok, alors... vous savez, ça turlupine les autres. Moi, j'ai vu Jean-Paul Garot depuis ce sondage, puisque lui, il va mener la liste du Rassemblement national. Et on s'est aperçu, moi, je connais Jean-Paul depuis des années. On pense la même chose avec Jean-Paul Garot. En plus, il n'est pas au RN, donc il n'a même pas de lien, de fil à la patte, si j'ose dire, comme quand, pas pour le RN, chaque fois que tu es dans un parti, tu peux quand même dire tout ce que tu veux. Et tout ça, voilà, je rencontre des gens de la droite classique, je rencontre des gens ici de la droite de gouvernement, et ils se disent, tiens, au fond, on pense à peu près la même chose, pourquoi on ne se retrouvait pas sur la même liste, si demain il devait y avoir une liste. Donc vous dites que ça ne marche pas, là, le regroupement avec la droite républicaine et la droite nationale? Parce qu'il faut le faire en dehors des partis. Il ne faut pas le faire avec les partis. Il faut le faire à la base. Il faut voir les élus. Il faut voir les gens. Il faut voir le peuple. C'est le peuple qui a envie d'unité. Ce n'est pas les apparatchiks des partis qui défendent chacun leur bout de gras, leurs intérêts de boutique et leurs égos. Il faut l'imposer, l'union. Cette union qui va même au-delà de la droite, il faut l'imposer à la base. C'est l'erreur colossale que j'ai faite au départ. J'ai cru que j'allais les mettre autour de la table, mais jamais Marine Le Pen et M. Jacob seront autour de cette table à discuter, ça n'arrivera pas. En revanche, leur électorat sont favorables, regarde, tous les sondages le disent, à ce qu'on travaille tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et ici, on peut travailler dans cette région tous ensemble. Voilà, alors peut-être que si avec Brigitte, on sert tous les deux à pousser à ça, à se dire, on arrête les conneries maintenant, et on se met tous ensemble, sérieusement, parce qu'il faut qu'il y ait un changement à la tête de cette région, peut-être que c'est la bonne méthode. Alors un autre sujet, là, la politique montpelliéraine, on est à Montpellier, la charte de la laïcité impulsée par le maire Michael Delafosse. Oui. Vous avez suivi? Comme ça, mais je ne sais même pas ce qu'il y a dans cette charte. Donc il se propose de sucrer les subventions à ceux qui ne souhaitent pas signer cette charte. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Il l'a fait signer à qui? Eh bien, il a fait signer à beaucoup de monde. Alors, selon un article du Monde, il y aurait à peu près 50% des associations qui ne veulent pas signer. Et selon lui... Selon les associations religieuses ou les associations? Toutes les associations. C'est une charte de la laïcité. Ben voilà. Mais c'est juste... je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc je fais attention. Ah non, mais c'est une charte qui reprend les éléments de la loi sur la laïcité. Ouais, c'est exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense. Je ne la connais pas, donc je ne parle pas de ça. Voilà. Je parle de la démarche. Non, je ne vais pas critiquer un truc du maire de Montpellier que je ne connais pas. Je ne supporterai pas qu'il le fasse pour moi, donc je ne le fais pas avec lui. Je dis juste, le problème, ce n'est pas la laïcité aujourd'hui. Ce n'est pas le respect de la laïcité. C'est la lutte contre l'islam politique. C'est pas la même chose. Alors pourquoi je prends cet exemple? Je vais vous prendre un exemple sur l'enseignement à la maison. L'enseignement de l'école à la maison. C'est reconnu, c'est un droit constitutionnel. Il y a des débats au Parlement, il y a 98% des familles, ça représente moins de 2% des enfants, qui font de l'enseignement à l'école, de l'école à la maison, qui ne posent aucun problème. Les 2% qui posent problème, c'est évidemment les familles de l'islam radical. Mais comme on met tout le monde dans le même sac, à cause de ces 2% qui concernent l'islam radical, on menace une liberté essentielle en France. Moi, j'ai jamais mis mes enfants, j'ai jamais fait ça, mais je pense qu'il faut permettre aux gens de faire l'école à la maison. Mais comme on parle de la laïcité généralement, mais tout le monde dans le même sac, allez, tout le monde. Mais non, ce ne sont pas les bouddhistes, encore une fois, ce n'est pas les taoïstes, ce n'est pas les protestants, ce n'est pas les chrétiens qui menacent, c'est les islamistes radicaux. Alors quand on arrêtera de ne pas oser employer le bon mot,
on ne trouvera jamais de solution à cette Donc selon vous, est-ce que c'est une bonne démarche de faire signer à toutes les associations une charte de la laïcité, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose... Ah non, mais moi je l'ai fait, mais je l'ai présenté aux imams et aux patrons des associations musulmanes. Enfin, les autres, vous ne les avez pas fait signer. Mais ça ne les concerne pas. Enfin, attendez, mais qui a tué à Charlie Hebdo? Qui a tué à Charlie Hebdo? Vous y faisiez allusion tout à l'heure. C'est quoi? C'est des gens se réclamant de la Vierge Marie ou de Saint-Joseph, ou des gens se réclamant de l'islam radical? Mais je ne comprends pas, je vous jure, je ne comprends pas cette incapacité à voir les choses en face. On crèvera de ça. On crèvera de ça parce que certains qui disent ça certains qui critiquent ce que je suis en train de dire sont des islamo-gauchistes qui sont les alliés objectifs de ces gens-là. Les autres, par connerie, par bêtise, par incapacité d'appeler les choses par leur nom, font les jeux des pires des islamistes. Voilà, donc en 2016, là, sur votre vision de la laïcité, là, si vous avez impulsé une charte des mosquées. Oui, une charte des mosquées. Ça ne s'appelle pas une charte de la laïcité. C'est pas en contradiction avec l'article 2 de la loi de 1905? Pourquoi? Parce que, bon, uniquement les mosquées... Ben oui, parce que c'est le problème. Attendez, pardon. Moi, je ne suis pas un idéologue, je suis un pragmatique. Il est où le problème? Il est où? Il est dans les temples protestants de Béziers ou de Montpellier, ou il est dans certaines mosquées, un certain nombre de prêches qui s'y tiennent? Est-ce qu'aujourd'hui, le problème, il est dans les écoles de Montpellier, de Béziers, ou il est dans une école coranique qu'on est en train de faire fermer à Béziers? C'est quoi le problème? Il est où? Dans l'école coranique. Alors on l'appelle par son nom. C'est une école, pas religieuse, c'est une école coranique. C'est ça le problème. Mais c'est incroyable cette incapacité, y compris de la presse, je vous le dis, parce que dans les trucs qui m'énervent, par exemple, par rapport à mes confrères, c'est qu'ils ne sont pas capables, pas tous, vous avez compris, j'ai dit 80%, il y en a 20% qui font très bien leur boulot. Mais 80%, ils le savent, parce qu'ils sont un tout petit peu pragmatiques, ils n'osent même pas le dire. Moi, mon problème à Béziers, c'est les écoles coranique. Oui, d'accord, mais bon, il y a une espèce d'égalité devant la loi et devant le... Mais non, il y a une urgence. On ne peut pas dire, monsieur, qu'on est en guerre contre l'islam radical, je cite le chef de l'État, et pas en tirer les conséquences. Si on est en guerre contre l'islam radical qui tue et qui a tué pendant ces dernières années, blessé tant de gens en France, on prend un certain nombre de mesures et on le désigne par son nom. Le problème, c'est l'islam politique. Et vous savez pourquoi c'est très important? Pourquoi j'insiste tellement? Parce que si on veut défendre les musulmans modérés, les musulmans qui détestent autant que moi je déteste l'islam politique, l'islam radical, il faut les débarrasser de ces intégristes-là, pour leur donner la possibilité de respirer. Parce que dans un certain nombre de quartiers à Béziers, c'est les islamistes les plus radicaux qui imposent un certain nombre de choses. Moi, j'ai reçu à la mairie, je reçois tous les mercredis, tous les gens qui me demandent, des dames, je pense que ça m'avait fait mal au cœur. Une dame voilée, je m'étais étonné qu'elle porte le voile. Elle m'a dit, mais monsieur le maire, si je ne le porte pas dans la rue, je connais la rue dont elle me parle, mais je vais me faire insulter en bas de chez moi. Alors moi, j'ai envie de défendre cette dame-là contre ceux qui lui imposent de porter le voile. C'est ça mon objectif. Parce que je ne confonds pas les islamistes et les musulmans. D'accord, on va laisser un peu l'islamisme sur les résultats des élections municipales. Donc, vous avez été élu avec 68%, une ville à côté qui s'appelle Montpellier, liste de droite. Donc, le parti républicain a fait 3%, et le parti de la liste nationale a fait 4%. Ouais. Quel est votre regard là-dessus? Peut-être parce qu'on n'est pas les mêmes. Peut-être parce que les... Il y a tant de différences entre Montpellier et Béziers? D'abord, c'est pas les mêmes villes, et puis il y a beaucoup de différences peut-être entre les gens dont vous parlez moi-même. Ça pèse un tout petit peu, on est lié à un maire. Je pense que les gens à Béziers, au-delà des gens qui pensent comme moi, il y a plein de gens qui ne pensent pas comme moi et qui doivent penser, s'ils votent pour moi à ce point-là, que je ne suis pas un si mauvais maire que ça. Je veux dire, la ville, honnêtement, vous venez à Béziers, c'est quand même pas très loin de Montpellier. Honnêtement, est-ce que la ville d'aujourd'hui, elle n'est pas plus belle, plus sûre, plus propre qu'elle l'était il y a 6 ans? À part de nier l'évidence, vous répondez oui. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous, que vous pouvez dire oui et ensuite ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses de ce que je fais, de ce que je dis. Mais j'ai une opposition tellement idiote aux dernières municipales, qui nie tellement l'évidence pour tous les Biterrois,
qui dit oui, non, Béziers c'est pire. Mais voilà, tu dis Béziers c'est pire et tu as le résultat que tu as. Voilà. En vous présentant là, sur ce fameux sondage, là, vous faites perdre la première place au Rassemblement national qui lui était promise aux élections régionales. Enfin, je sais pas, il me semble qu'ils étaient premiers lors du sondage de septembre dernier, je ne crois pas non plus. Si, ils étaient premiers. Bah écoutez, je sais pas, ils ont qu'à y réfléchir, le Rassemblement national. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Peut-être que... Vous avez parlé avec le candidat, vous pourriez faire liste commune? Mais moi je le connais, je vous dis, Jean-Paul Garot, je le connais très bien, j'ai de l'amitié pour lui, de l'estime, ça a été un superbe magistrat. C'est un type ouvert, intelligent, on a déjeuné 2 fois avant et après ce sondage ensemble. On a discuté avec Julien Sanchez, qui est le chef de file du Rassemblement national à la région. J'ai déjeuné avec lui, je parle avec lui, je parle avec eux, je parle avec de l'autre côté des gens des Républicains. J'en ai rencontré, j'ai rencontré des gens de tous les partis, des Républicains, de l'UDI. Je discute avec eux, je leur dis, mais attendez, vous êtes fous. Si on veut changer la majorité, battre Madame Delga aux prochaines élections, dans tous les cas, il faut être unis. Ça ne veut pas dire que même unis, on peut la battre. Ce sera très compliqué. Mais sans l'union, tu es sûr de perdre les élections. J'espère que cette petite graine va germer dans leur tête. Et comment expliquez-vous l'échec de Joseph Francis en dépit de votre soutien au sénatorial? D'abord, je n'ai pas eu de soutien officiel. Je vous dis, là, vous vous trompez. Moi, j'ai de l'amitié pour Joseph Francis, mais je vous rappelais que je n'ai donné aucune consigne de vote. Je ne donne pas de consigne de vote aux gens. Que je l'ai reçu comme deux autres candidats, d'ailleurs, puisqu'il y avait le candidat du Rassemblement national et puis une maire de l'arrière-pays qui était de la droite plus proche, qui avait été chez les Républicains et qui était très opposé à Jean-Pierre Grand. Je les ai reçus tous les trois. Ils sont venus parler tous les trois devant les gens proches de moi et chacun a voté comme il l'a entendu. Voilà. Mais parce qu'il faut l'unité. Il faut faire l'unité. La droite nationale détient 3 cantons sur 25 dans l'Hérault. Donc il y a un objectif de devenir majoritaire. Quelle est votre stratégie? J'en sais rien. Les 3 cantons dont vous parlez, c'est les 3 cantons qui sont à Béziers. Le Rassemblement national n'a gagné aucun canton, ni d'ailleurs dans l'Hérault, ni dans le Gard. Dans le Gard, oui, peut-être un, ni dans les PO, ni dans l'Aude. Le seul endroit où on a gagné les élections, c'est les 3 cantons de Béziers, où les candidats se sont présentés avec moi et à mes côtés. Je veux dire, je l'ai dit au Rassemblement national, s'ils veulent gagner, il faut faire l'union. S'ils ne veulent pas gagner, ils perdront dans tous les autres cantons. Bien sûr. Alors qu'il est possible dans certains cantons de gagner, mais à condition d'avoir des gens qui ne soient pas encartés et qui n'affichent pas tel ou tel logo de tel ou tel parti, mais qui représentent cette sensibilité de droite, mais d'une droite ouverte aux uns et aux autres. Vous avez été critique donc sur la gestion de la crise du Covid par le gouvernement. Et pourquoi vous n'avez pas participé à la conférence de presse organisée par le président du département, Carole Delga, Patrick Vignal? Il faudrait qu'ils m'invitent. Il faut leur demander à eux. Je vous rappelle que quand même, je pense que je suis un des seuls maires, peut-être même le seul, à ne pas avoir été invité par le chef de l'État quand il avait réuni, vous savez, au moment des Gilets jaunes, tous les maires de l'Occitanie, c'était dans le Gers ou dans le Lot, à Souillac, c'est ça, à Souillac. Je veux dire, qu'est-ce que c'est cette... Il y a des gens qui qui sont des lépreux, auprès de qui on ne peut pas s'asseoir. Et c'est stupide, ils sont stupides. Mais les gens les balayeront, ces gens-là, parce que les gens, ils n'en veulent plus de cet ostracisme, de cette imbécilité, de ce sectarisme maladif. Moi, je le dis chaque fois, je suis critique sur la gestion du gouvernement de la crise du Covid, mais quand ils font un certain nombre de choses bien, je le dis, et je ne dis pas que j'aurais mieux fait à leur place. Je ne suis pas un génie des Carpates, enfin, il faut arrêter de dire ça. Bon, on va terminer par la question chapeau, la traditionnelle, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une question chapeau, donc voilà. Je me méfie des questions chapeau. Vous avez raison. Hein. Relance l'idée d'un musée de la présence. Ah oui, une remarque. Oui. Non, mais vous avez je la lis. Lisez-la, oui. Dans le rapport Stora, mais je l'ai lu, le rapport Stora, dans sa totalité. D'accord. Je crois que peu de gens l'ont fait.
propose de relancer l'idée d'un musée de la présence française en Algérie à Montpellier, d'ailleurs, puisqu'il y a eu ce projet à Montpellier. Écoutez, j'ai lu le rapport de Benjamin Stora, que je connais, parce qu'il a été trotskiste. Il n'est pas dans la même chapelle que moi, pour une anecdote amusante. J'ai trouvé que le rapport était moins de parti pris que je n'aurais imaginé. J'essaie d'être honnête, de parti pris. Il y a des propositions stupides, tu vois, sur Gisèle Halimi, honnêtement, si tu veux remettre le feu au lac, tu fais ça. Un musée, oui. Pourquoi pas? Enfin, il faut voir ce qu'on va dire dans ce musée. Si c'est Benjamin Stora qui doit présider aux destinées et à ce qu'il y a dans le musée, je me poserai quelques questions. Parce que même s'il a été de moins mauvaise foi qu'il peut l'être, enfin, sa vision de la présence française en Algérie, je pense que ce n'est pas exactement tout à fait la même. Est-ce qu'il faut glorifier la présence française en Algérie ou mettre le pied sur le frein Mais non, mais il faut juste reconnaître les acquis, ce qu'elle a représenté en positif. Il y a des aspects positifs. Et puis il y a un volet noir, il y a des pages noires de la colonisation. Et simplement, il faut dire l'un et l'autre. Enfin, c'est votre. Moi, ce que j'ai appris. C'est pas mon rôle. Non. Oui, non, mais je vous dis pourquoi je vous tends la main, parce que c'est ce qu'on a appris comme journaliste. On entend les deux sons de cloche et on essaie de donner à voir les deux points de vue. Et il faut le faire dans un musée. Est-ce que, ici à Montpellier, avec les gens qui à Montpellier, qui dirigent Montpellier, c'est les mieux placés pour faire ça? Je vous garantis que je ne le pense pas un instant. Mais peut-être que d'un coup, à la lecture tous du rapport Stora, ils vont se dire. Mais écoutez, essayons d'être un peu moins caricatural par rapport aux Pieds Noirs, au Harki, au FLN et au reste. Vous seriez d'accord de le prendre à Béziers, ce musée Bien sûr, avec plaisir. Tiens, c'est mieux parce que moi, il y a plus de Pieds Noirs à Béziers. Et puis, oui, il y a une mer et Pieds Noirs quand même. Vous l'avez remarqué. Si vous le dites. Si vous le dites. Je suis né où? Je suis né où? Bien sûr, bien sûr. Tiens, voilà une bonne idée. Plutôt qu'à Montpellier, ils donnent tout à Montpellier. Il y en a marre qui donnent à Béziers. Voilà, vous avez une bonne idée. On devrait lancer une pétition en disant s'il faut faire un musée. Vous voyez, je suis content de répondre à votre question et en plus, j'en ressors avec une bonne idée. Très bien. Je suis pas sûr que vous allez vous faire des copains à Montpellier, mais ça c'est une autre affaire. C'est la vôtre, chacun ses ennuis. Très bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.